j'ai le plaisir de vous présenter la deuxième séance de notre journée. Donc, elle s'intitule Les imaginaires médiatiques et numériques. Je vais présenter également les trois personnes qui ont co-organisé cette séance. Donc, d'abord, Pierre Barrette, qui est professeur et directeur de l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal. Spécialiste de la télévision québécoise, il est membre régulier du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, j'aurais pu dire le CRILC, je pense que tout le monde sait ce que c'est, et co-directeur du laboratoire de recherche sur la culture de grande consommation et la culture médiatique au Québec. Ensuite, nous avons Jean-Marc Larue, qui est assis dans la salle, qui est professeur au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal et directeur général du CRILC. L'avènement de l'électricité fin 19e et des technologies numériques fin du 20e ayant profondément transformé les pratiques théâtrales, il consacre l'essentiel de ses recherches depuis une dizaine d'années aux questions d'intermédialité, de performativité et de théâtralité. Rapport du théâtre avec les autres médias et avec les technologies, phénomène d'hybridation spectaculaire. Directeur fondateur de l'annuaire théâtral, il a été directeur adjoint du Centre de recherche sur l'intermédialité, le CRI, de 2005 à 2011. Et troisième co-organisatrice, Chantal Savoie, qui est professeure au département d'études littéraires de l'Université de Montréal, du Québec à Montréal, et j'ai fait un lapsus, je voulais te rapatrier, tu vois, de l'Université du Québec à Montréal, et membre chercheur du Centre du CRILC. Ses intérêts de recherche portent sur l'histoire littéraire et culturelle des femmes, les pratiques culturelles de grande consommation et la chanson à succès. Elle collabore bien sûr au magnifique projet de recherche à la vie littéraire au Québec. Voilà, donc je suis très heureuse de vous accueillir. Bonne table ronde. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la première table ronde de cet après-midi. Alors, l'après-midi se déroulera sous le thème des imaginaires médiatiques et numériques. Alors, je me présente, Stéphane Boisvert, je suis professeure à l'École des médias et bon, Chantal Savoie voulait que je corrige depuis tout récemment co-directrice du Labo Pop avec Gabrielle Tremblay, ici présente. Alors, j'ai le plaisir d'animer cette première table ronde. Alors, en fait, la première table ronde, évidemment, qui porte sur les imaginaires médiatiques et numériques, notre objectif, ça va être, bon, évidemment, d'avoir une discussion en groupe pour essayer de voir ensemble qu'est-ce qui se passe du côté de la culture médiatique et numérique au Québec, quelles sont les tendances, quelle est aussi la visibilité de la culture médiatique québécoise et surtout l'état des recherches qui se fait ici au Québec sur ces sujets. Alors, ce que je vais faire, c'est tout d'abord vous présenter. Et comme on a seulement une heure, je voudrais que ce soit surtout axé sur les discussions, que ce soit dynamique entre vous. Mais évidemment, avant toute chose, je vais vous donner la possibilité de vous présenter un peu. Alors, je vais vous présenter à tour de rôle et seulement en 2 minutes, donc pas trop long, un petit 2-3 minutes, juste expliquer, nous présenter un projet de recherche sur lequel vous travaillez actuellement et qui rejoint la thématique de notre table ronde, c'est-à-dire les imaginaires médiatiques et numériques. Alors, je vais commencer en présentant Pierre Barrette, professeur et directeur de l'École des médias de l'UQAM. Merci Stéphanie, merci aux organisateurs de ce bel événement. Donc, effectivement, je suis chercheur à l'École des médias. Je travaille principalement sur la télévision. J'ai commencé ma vie de chercheur, si on veut, en travaillant autour du cinéma, puis tranquillement, cet intérêt-là s'est transféré vers un autre médium, qui est le médium télévisuel. Ça fait déjà une dizaine d'années que j'ai des projets de recherche subventionnés autour de la télévision. En ce moment, je travaille tout particulièrement, après plusieurs tentatives pour faire financer un projet comme celui-là, je travaille sur la télé-réalité. Et oui, alors avec ma co-chercheuse ici présente, Stéphanie, nous avons obtenu une subvention savoir du CRSH pour travailler sur ce que nous avons appelé les formats non fictionnels à caractère événementiel. Je m'amuse beaucoup à dire que c'est la raison pour laquelle on l'a eu, parce qu'ils ne savent pas au CRSH qu'on parle de télé-réalité. Mais ce sont deux synonymes pour nous. Donc, on s'intéresse à ces formats. Vous savez que la notion de format est très importante aujourd'hui en télévision. Ce sont des types d'émissions qui circulent à l'international, qui sont donc à la fois, qui renvoient à je dirais, une dynamique de glocalisation, hein, c'est-à-dire que ce sont des formats qui circulent beaucoup à l'international, mais qui sont réinvestis localement
dans les marchés nationaux par les télévisions souvent privées, mais parfois aussi les télévisions publiques. Et nous, ben, on a décidé de s'intéresser à ce que ces formats très, très, très populaires en ce moment révèlent en fait de l'état de l'écosystème médiatique en général et en particulier de l'écosystème télévisuel. Donc, on s'intéresse à ces dispositifs, à ces formats dans une perspective que j'appelle socio-sémiotique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse d'abord prioritairement au contenu des émissions, mais ces contenus-là sont analysés, sont étudiés dans la manière dont ils révèlent les dynamiques entre la production et la réception. Ce qui veut donc dire il y a toute une dimension de notre travail de recherche qui va également du côté des producteurs, des diffuseurs de ces émissions-là, mais aussi du côté des publics. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Maintenant, je cède la parole, je vous présente par le fait même Gabrielle Tremblay, professeure au département d'études littéraires ici à l'UQAM. Alors, ça, c'est moi. Je suis officiellement professeure en théorie et pratique scénaristique et je m'intéresse, je dirais, vu que je suis en début de carrière, j'ai été embauchée il y a 1 an et demi, mes projets sont en développement, mais disons, je tends vers l'étude des pratiques d'écriture et de lecture de scénarios aujourd'hui, donc les pratiques contemporaines. Je m'intéresse aux liens entre société et scénarisation. J'espère, j'ai déposé une demande, on verra qu'est-ce qui se passe avec ça, une demande de subvention, mais je veux aussi m'intéresser à la question précise de l'écriture de scénarios dans un cadre universitaire, voir quelles sont les possibles, les spécificités, la richesse de penser ce cadre de pratique et de développement d'écriture. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup, Gabrielle. Des présentations concises, on aime ça. Maintenant, je vous présente Sandria P. Bouliane, qui est professeure à la faculté de musique de l'Université Laval. Oui, bonjour. Alors, je serai brève également. En fait, donc moi, je suis professeure de musicologie ou d'histoire de la musique et mes travaux portent en particulier sur la transformation dans le temps de la médiation de la musique. Donc, je me situe vraiment dans la relation entre la diffusion et la réception. C'est souvent ce qui m'a beaucoup intéressée, que ce soit via la traduction, l'adaptation et ces autres processus de transformation-là d'une œuvre. Mais dans un plus vaste ensemble, mes travaux, comme c'est là, s'orientent autour de projets que je dirige avec grande joie, qui s'appelle Vie musicale au Québec, qui n'est pas sans lien avec Vie littéraire au Québec, mais qui développe ses propres outils, méthodologies, mais qui se rejoint par une approche qui vise à être interdisciplinaire, c'est-à-dire d'aborder la vie culturelle, mais par la lunette de la musique. Et on s'intéresse donc dans ce projet-là aux imaginaires, oui, mais exhumés à partir des données qui nous sont accessibles aujourd'hui. Donc, peut-être que je répondrai plus précisément à des questions qui nous seront posées par la suite. Donc, médias, rencontres publiques à travers le temps et surtout première moitié du 20e siècle, c'est là où se situent mes recherches pour le moment. Merci beaucoup, Sandria. Alors maintenant, je vous présente Micheline Cambron, professeure émérite au département des littératures de langue française à l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Alors actuellement, je termine la préparation d'un manuscrit qui a été déposé et auquel il reste à ajouter quelques images et quelques peaufinements qui portent sur la vie culturelle l'été à Montréal dans les journaux. Et ça s'intègre assez bien à ma participation à 2 projets. Le premier qui est celui de l'histoire de la vie musicale au Québec dont vient de parler Sandria et le second qui est le projet Daou qui est dirigé par Jean-Marc et qui porte sur la vie théâtrale au début du siècle, particulièrement dans ses liens avec les nouvelles technologies qui sont déployées sur les scènes montréalaises. Mon contact avec les banques de données et avec les journaux, ça date de la toute première année où j'ai été professeure, ça date de 1989. Et donc, depuis, je n'ai de cesse d'essayer de faire en sorte que les gens travaillent à partir des journaux d'une façon qui ne se limite pas au contenu, mais qui soit aussi une façon attentive à la forme. Je continue à penser qu'il faut que les recherches donnent lieu à des informations qui sont préservées,
dans leur état brut parce que ça permet à d'autres personnes d'avoir accès à des données qui fort certainement autrement seraient perdues. Et ça correspond, je pense, cette préoccupation à l'un des objectifs que nous avions lorsque nous avons constitué, il y a déjà un bon nombre d'années, une équipe qui s'appelait Penser l'histoire de la vie culturelle, qui était une équipe interdisciplinaire qui a fonctionné de 2002 à 2010, mais qui a continué à tenir des réunions jusqu'à avant la pandémie et qui avait justement comme objectif de faire en sorte que les informations circulent entre les chercheurs des différentes disciplines et à ce qu'on conserve, qu'on préserve, qu'on soit attentif à des types d'archives qui sont manifestement beaucoup plus fragiles que ce qu'on souhaiterait. Voilà. Merci beaucoup, Micheline. Maintenant, je vous présente Anouk Bélanger, professeure au département de communication sociale et publique ici à l'UQAM. Merci. Alors, moi, je m'intéresse depuis une vingtaine d'années aux formes culturelles populaires, surtout dans la ville, mais des formes culturelles qui sont, comme à peu près toutes les formes culturelles, euh, en partie médiatiques. Bon, Eric Massé dirait des formes médiaculturelles. Je n'utilise pas ce concept-là, mais l'idée, certainement, c'est-à-dire que si je m'intéresse à la production des formes, le processus par lequel les formes culturelles se forment ou sont produites, et ce que ça donne comme contenu. Un contenu qui est traversé de discours, de dimensions symboliques, de stratégies, logiques commerciales, etc. Donc, je m'intéresse à des formes culturelles populaires, mais qui sont toujours des formes culturelles et médiatiques. Parfois, je m'intéresse à des formes populaires médiatiques directement, c'est-à-dire la télévision, entre autres, des projets avec mes collègues qui sont ici, et des projets sur la ville avec mon collègue qui est ici, donc je suis bien entourée. En ce moment, je démarre en ce moment un projet sur les événements off de la ville. Et donc, pas dans un sens très, très traditionnel à la cultural studies qui voudrait trouver une poche de résistance pour retracer une dialectique entre la culture dominante, par exemple les grands festivals, et la culture de résistance qui serait les off-festivals, puis refaire cette analyse-là un peu simpliste, mais c'est plutôt pour voir comment, à partir des marges, celles qui se disent off, parce que là, on ne voulait pas dire populaire, ce qui se produit. Donc, c'est une approche de production de la culture qui est culturelle, mais qui est aussi médiatique. Donc, par exemple, les événements qui se disent off, ben, il y a des festivals, mais il y a des galeries, puis il y a des lieux off. Qu'est-ce qu'ils produisent comme forme? Il y a une programmation, il y a des réseaux d'artistes, il y a des scènes culturelles qui sont, elles, liées à un peu ce qu'on pourrait appeler le ventre de la ville, c'est-à-dire les fanzines, les BD, des formes littéraires et culturelles underground, des médias plus en marge, mais aussi qui ont une pointe, qui pointent ou qui percent les grands médias, si je peux dire, les journaux, entre autres, les discours de promotion culturelle. Donc, on essaie de faire de lire ce qui serait l'articulation entre une production culturelle, commerciale et mainstream à Montréal et tout ce qu'on pourrait appeler la marge, mais au point où ça s'articule, pour voir qu'est-ce qui s'y produit comme médiaculture. Merci beaucoup, Anouk. Et finalement, Will Straw, je m'en dire William, mais Will Straw pour les intimes, professeur au département de Art History and Communication Studies à l'Université McGill. Merci. Ben, je veux juste dire d'abord que je suis très heureux d'être ici avec tant d'amis de longue date et d'anciennes collaboratrices. Alors, c'est un grand plaisir pour moi. Je parlerai de deux projets, deux pistes dans mes recherches actuelles. Au cours de j'ai travaillé depuis plusieurs années sur la culture nocturne, comment les villes gouvernent la nuit, comment les médias représentent la nuit. J'ai jamais été aussi occupé ou excité dans j'avais presque 40 ans de carrière, hein, que durant la pandémie où tout le monde, il me semblait, à travers le monde, parler de la nuit, est-ce qu'il va, la vie nocturne va revenir, blablabla. Je dis ça pour dire que le rapport numérique, pour moi, est toujours je dirais que dans les sciences humaines ou dans les études médiatiques, c'est aussi les deux tendances, à mon avis, très intéressantes, une vers le numérique, l'autre vers l'urbain. Alors, essayer de mettre ensemble l'étude de la ville et l'étude de tout ce qui est numérique m'intéresse. L'autre projet est beaucoup, disons, un peu plus obscur, mais je travaille sur un article sur la transition à Montréal, au Québec, dans les années 60, entre ce qu'on appelait les journaux jaunes, que vous connaissez, des années 50, transition de ces journaux-là aux journaux de caractère plus sexuel à la fin des années 60, début des années 70, qui pour moi pose la question où trouver ces matériaux
il y en a très peu, mais inclus, il faut les collectionner. J'ai toujours dû collectionner ce que j'étudie à cause des manques dans les archives et surtout dans les archives numériques. Alors peut-être on peut revenir sur ça un peu plus tard. Alors, merci beaucoup à vous et je suis vraiment contente que vous avez fait un petit survol de vos recherches actuellement. Ça permet de montrer la grande diversité des projets qui se font actuellement ici en études québécoises. Donc, on va essayer évidemment de creuser plusieurs de ces sujets-là parce que non seulement on voit avec vos projets de recherche, plusieurs médias différents sont couverts, mais aussi il y a tant des recherches du côté de production plus ancienne que très récente, du côté de la production, de la réception, de l'archivage. Donc, beaucoup de choses à discuter. Bon, en 1 heure, on va faire ce qu'on peut, mais c'est sûr et certain qu'on va revenir sur plusieurs de ces points-là et notamment aussi la question de la pandémie qui vient d'être soulevée par Will. Mais avant toute chose, la première question que je voudrais vous poser, parce que bon, le but de la table ronde, c'était de discuter de la place maintenant centrale qu'occupent les dispositifs médiatiques et numériques ici, donc en tant que dimension centrale de notre écosystème culturel. Et c'est vrai que c'est le cas au Québec, mais en même temps, c'est le cas partout dans le monde, comme on sait. Donc, les études sur les médias numériques sont en ébullition. Donc, selon vous, qu'est-ce que ça pourrait être une des spécificités ou les spécificités des études médiatiques et sur le numérique qu'on fait ici au Québec? Bien, il y a certainement, je lance un premier élément sans trop réfléchir, mais il y a C'est ça qu'il faut. un carrefour géographique qui est aussi un carrefour théorique qui est toujours, je pense, à ramener dans la discussion. Là, c'est rien de très original, mais je pense qu'il y a un moment, les 10 dernières années, c'est-à-dire que le carrefour pour les études médiatiques et culturelles, surtout portant sur la culture populaire, a été alimenté moins par une scission entre 2 courants, un franco-français puis un autre qui se produisait, on a mentionné ce matin dans d'autres panels d'ailleurs, qui nous provenait de la littérature ou des recherches anglo-saxonnes. Là, il y a vraiment un croisement qui se fait, un interdialogue. Les Français ont commencé à lire ce qui se fait en anglais ou le faire traduire pour pouvoir le lire, c'est selon. Mais ce qui fait qu'il y a un carrefour, je le remarque entre autres avec les recherches qui se fait avec les étudiants, c'est qu'il y a des croisements réels. Donc, c'est plus juste un croisement théorique qu'on dit qui se fait en théorie, c'est que c'est un croisement de plus en plus, je trouve, comment dire, matériel, réel. Tu sais, on peut croiser le fer entre des auteurs, entre des idées, ce qui fait qu'on peut interpréter les formes culturelles ici à partir d'un contexte qui est celui par lequel s'est développées les études culturelles en partie, alors que pendant longtemps, on avait des espèces de désincarnation d'une perspective théorique avec un contexte qui comptait plus. Et donc, pour moi, ça donne une richesse au regard, là, qui n'est pas nouveau, mais qui est pas nouvelle, pardon, la richesse, mais qui est récente, qui est importante. Je peux ajouter quelque chose. Je pense que c'est très juste ce que vous dites. Je pense que ce qui a caractérisé aussi les travaux sur ce qui relève du médiatique depuis une quinzaine d'années, c'est qu'il y a eu pas mal, à partir du Québec, de travaux de nature comparatiste. Et ça s'était pas beaucoup fait. Alors, moi, je repense toujours à l'expérience du séminaire international avec l'équipe de Marie-Ève Terranti et des collègues suisses et belges qui étaient là aussi. On avait travaillé autour de la couverture des Jeux olympiques de Berlin et ça nous a permis de faire des découvertes euh, qui étaient pour nous pas du tout prévisibles. Hein. D'abord, bon, découvrir l'importance d'une chroniqueuse il me semble que c'est au Star qu'elle lit, mais peut-être que je me trompe, qui joue un rôle extrêmement important dans la diffusion des commentaires et qui, par sa seule présence, contribue à ce que la couverture des Jeux olympiques à Montréal, elle soit pas sexiste. C'est quelque chose de fascinant. Je veux dire, en France, on parle des femmes gorilles du Canada. Hein? Puis je ne vous raconterai pas les autres épithètes, là. Donc, mais ici, il y a cette femme-là, et donc, tout le monde se garde une petite gêne, et même ceux dont on sent que spontanément, ils joueraient un peu les mononcles, ils font attention. Donc, mais ça, s'il n'y avait pas eu la comparaison, on ne l'aurait pas vu parce qu'on aurait pris ça pour acquis. On n'aurait pas réalisé à quel point il y avait là une pratique singulière. Donc, le comparatisme, je pense que c'est extrêmement important et que c'est aussi ce qui nous permet d'avancer au plan théorique.
Alors, pas seulement le croisement des théories elles-mêmes, mais le contact avec des objets divers, ça oblige à penser la théorie avec une plus grande distance des objets qui nous sont familiers. Donc là, il y a, me semble-t-il, un profit qui est particulièrement important pour le Québec. Le numérique aide certainement à faire une mise en parallèle entre différents cas ou études qui resteraient autrement locaux. Donc, c'est pas tant l'étude par le numérique qu'une mise en parallèle facilitée par le numérique. Oui, mais je dirais pas tant parce que quand nous, on a travaillé, il y avait du côté québécois, alors je ne vous le cacherai pas, hein, les journaux anglophones montréalais, ils sont toujours pas numérisés. Donc, ça, il n'y avait pas d'aide, disons. Hein, on ne pouvait pas dire aux collègues, allez regarder, là. C'était pas disponible. Du côté européen, ça variait selon les pays. Donc, c'est moins le contact direct avec les objets. Dans certains cas, il y en a qui ont pris la peine de se déplacer puis venir voir, mais pour l'essentiel, ce qui a été important, ça a été la capacité d'identifier des questions et de comparer qu'est-ce qu'on obtenait comme résultat quand on se posait ces questions-là. Alors, c'est moins le contact avec les objets bruts qui a joué. Parce que, bien sûr, le contact avec les objets bruts, il est efficace seulement dans la mesure où il y a une bonne compréhension du contexte qui vient avec. Alors, je ne suis pas convaincue, moi, que mes collègues suisses, ils avaient la carte qui leur permettait de décoder tout ce qu'il y a dans les journaux québécois de l'entre-deux-guerres. Hein? De la même façon, moi, c'est parce que, pour la Suisse, c'est parce que j'avais participé à un séminaire conjoint en Suisse que j'avais vu les documents. Donc, je comprenais un peu qu'est-ce que c'était que cette carte dont on a besoin pour s'orienter. Mais si on n'a pas ça, je pense qu'il ne faut pas chercher à faire la comparaison trop tôt. Il faut attendre qu'il y ait des espèces de relais. Et à partir de là, on peut aller composer des corpus qui vont permettre de faire les comparaisons. Mais sinon, c'est important l'arrière-plan. Je ne veux pas monopoliser, là, mais c'est important l'arrière-plan. Je veux dire, par exemple, récemment, je voyais dans un ouvrage que j'ai pourtant adoré sur les récits amérindiens de Philippe Aubert de Gaspé, un commentaire disant que, bien sûr, malgré toutes ses grandes qualités, son ouverture aux Premières Nations, il y avait quand même des préjugés et que, par exemple, pour chacun des 3 héros amérindiens, il mentionnait à la fin qu'il était menteur. Là, je regrette, là, mais pour quelqu'un qui ne cesse de prendre ses sources chez Homère et qui ne cesse de prendre Ulysse comme modèle, être menteur, c'est une qualité. Donc, vous voyez, c'est ça. Je m'excuse, je suis un petit peu enthousiaste. Mais vous voyez, c'est ça. Quand je parle d'une carte, là, c'est des choses dont on a besoin. Il y a déjà quelque chose qui rejoignait vos 2 réponses, cette question-là de percevoir le Québec aussi comme carrefour culturel, cette nécessité-là de point de contact, de comparer des œuvres, d'essayer de comparer ou de jumeler des cas théoriques d'une manière inédite. Avant, moi, tout de suite, ça m'a amené à une autre question là, qui me semblait centrale, mais avant ça, je veux quand même donner la chance aux autres. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre par rapport à la spécificité des études québécoises sur votre domaine de recherche qui vous semblerait important de mentionner? Je ne sais pas si mon micro fonctionne. Oui, il fonctionne à nouveau. Peut-être le fait qu'il y ait bon, je ne veux pas revenir sur ce facteur qui a été ressassé autant comme autant, là, la question identitaire, puis la question de la langue, puis notre spécificité, tout ça. Mais quand on travaille, j'imagine, en littérature ou dans un domaine qui est très, très ancré linguistiquement, c'est des questions qui ne se posent même pas. On est québéciste, on travaille dans la littérature, on travaille sur un corpus québécois. Quand on travaille sur des objets comme la télévision, plus spécifiquement la télévision, on se retrouve nécessairement, automatiquement, à travailler dans un cadre international parce qu'il y a une circulation des contenus, il y a une circulation des formats, comme je le disais tout à l'heure, qui est très, très importante. Et donc, je dirais qu'il y a un geste presque revendicateur
revendicatoire qui doit être posé pour décider de travailler sur des corpus québécois, parce que le penchant naturel ou la tendance naturelle est de travailler sur l'international. Bon, je vous donne juste l'exemple des séries. C'est tout à fait banal d'être un chercheur au Québec aujourd'hui, francophone, de s'intéresser à la question des séries et de ne se préoccuper et de nullement se préoccuper de ce qui se fait au Québec. Donc, de travailler uniquement sur un corpus de séries américaines. Et ça, je trouve que c'est un danger et je pense que pour bien comprendre ce que disait Stéphanie, ce que désignait Stéphanie sous le terme d'écosystème, au Québec, il faut être capable de tenir compte de cette espèce de perméabilité, cette espèce de frontière qui est toujours présente entre l'international et le national, et d'essayer de comprendre la spécificité de ce qui se fait ici. Et je pense que la recherche doit aussi encourager cette façon-là de voir les choses. Ce que tu viens de mentionner, Pierre, c'est évidemment très pertinent parce que c'est vrai qu'en études télévisuelles, on décrit souvent l'américanocentrisme des recherches actuellement, surtout sur les séries télé. Oui, certes, elles sont assez dominantes dans nos pratiques d'écoute, mais il y a autre chose. Donc, je relance la question aux autres par rapport aux médias particulièrement ou l'aspect de la culture médiatique et numérique qui vous intéresse. Quelle vous semble être la place des contenus québécois dans la recherche à l'international? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'elle est délaissée? Est-ce qu'on y accorde un peu plus de visibilité depuis quelques années qu'auparavant? Ben, ce que je voulais dire, c'est que les études scénaristiques, il y a un truc un peu particulier qui se passe, c'est que c'est un domaine de recherche très récent. Il y a eu une espèce de première vague très importante dans les années 80-90 avec des travaux fondateurs qui étaient vraiment tournés sur deux aspects, c'est-à-dire soit l'histoire du scénario, de la scénarisation au Québec comme ailleurs, et sinon quelque chose qui se ressent encore aujourd'hui, des réflexions liées intimement, seulement, exclusivement à la pratique. Comment bien écrire un bon scénario pour faire un bon film. C'est vraiment une avenue encore très structurante à l'intérieur des études scénaristiques. Ce qui fait que pour penser la spécificité du Québec et des études québécoises dans ce domaine-là, en fait, c'est à la fois avec grand vertige et grand bonheur, mais il y a tout à faire. Je suis dans un domaine où il y a vraiment tout à faire et il y a quelque chose de très emballant, ce qui fait que à partir de moi, après ça, avant ça, c'était le déluge. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment concrètement tellement de choses à faire, ce qui fait que chaque travaux à venir va faire preuve d'une très grande originalité nécessairement et va permettre d'inscrire et de renouveler certains rapports aux pratiques médiatiques au Québec dans l'espace de la recherche. Donc, c'est un beau carré de sable qui est devant moi, qui est devant nous. Et souvent, il y a des gens qui ne pensent pas qu'ils ont une place à l'intérieur de ce carré de sable-là, alors que oui, pour plein de raisons, parce que la scénarisation est vraiment à l'intérieur ou marque une forme et disons, un domaine de recherche propice à une porosité entre ce qui relève généralement des études cinématographiques et audiovisuelles et des théories littéraires. Donc, on peut s'amuser avec ça, mais il n'y a pas encore beaucoup de gens qui ont attrapé la balle au rebond dans ce domaine-là. Donc, beaucoup de choses restent à faire encore. Et du côté, là, je regroupe les quatre autres intervenants du point de vue de la vie culturelle ou de la vie musicale. C'est quoi la place du Québec dans les études? Oui, mais j'allais aller un peu dans le même sens ce que Gabrielle vient de dire. Ce que je remarque, moi, du côté de l'histoire de la musique, surtout des musiques populaires, mais pas que, on semble avoir de plus en plus intérêt à vouloir se préoccuper des situations vécues dans des petites zones, petites villes excentrées. Probablement, ça a été un peu encouragé par l'étude des scènes culturelles, éventuellement des scènes musicales. C'est-à-dire, de plus en plus, je vais avoir des appels, par exemple, à communication ou à appel de chapitre de livre, contribution, où on va spécifiquement dire on ne veut pas s'intéresser à New York, Paris, donc à ces grandes villes. On est de plus en plus curieux à vouloir savoir comment ça s'exprime ailleurs. Et ce qui est vraiment particulier et intéressant avec le Québec, c'est qu'on est toujours à cette conjonction entre les États-Unis et la France. Bon, pas que, mais quand même. Et ça se voit beaucoup à travers la musique. La musique qui aussi, quand on parle d'étudier la musique, ce n'est pas qu'une musique qui serait avec des paroles. Hein. La musique, c'est aussi celle qui est instrumentale, donc qui permet de traverser peut-être encore davantage les frontières.
Et ça, c'est vraiment intéressant pour les études québécoises, c'est-à-dire comment est-ce qu'on exclut la question langagière d'une étude musicale québécoise. Comment est-ce qu'une pièce progressive ou qui soit ou encore classique, savante, autre, électronique, qui n'a pas de parole, comment est-ce qu'on peut la revendiquer comme étant euh, québécoise ou appartenant à la culture du Québec. Donc, ça nous amène comme ça à se poser des questions autrement. Et c'est donc il y a un regain, oui, d'intérêt, je pense, ou un nouveau regain d'intérêt pour ces particularités-là. Oui, mais j'ai une question peut-être à vous poser. Moi, évidemment, je suis anglophone, aussi évidemment anglo-canadien de l'Ontario, mais bon, je suis élevé dans un monde où la culture populaire pour les anglophones venait tous des États-Unis. C'est bien connu. Alors, tout ce qui était spécifiquement anglo-canadien, c'était les arts élevés, les fine arts, la littérature, tout ce qui était très subventionné. Là, on arrive au Québec, bien sûr, le Québec était fameux pour sa culture populaire, enracinée dans ses médias, subventionnés, mais pas. Il y aurait pu peut-être survivre à ça. Je me demande ce qui se passe maintenant. Est-ce que si tous les jeunes, par exemple, se vont vers les réseaux sociaux américains, est-ce que c'est uniquement au niveau des arts numériques élevés, subventionnés, que le Québec va garder sa spécificité? Donc, parce qu'il y a beaucoup d'historiens d'art au Québec maintenant qui travaillent sur les arts numériques au Québec. Il y a bien sûr tout ce qui est Moment Factory, tout ce qui est l'éclairage. Est-ce que c'est dans ce domaine-là que le québécité ou Québécité. québécité, je pensais, se préserve. Bon, Ben, c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire là où il n'y a pas de réponse simple, c'est-à-dire que c'est un peu de la même manière qu'on entrevoit les formes culturelles, le territoire du Québec ou la culture québécoise, elle est éminemment complexe parce qu'on peut, c'est ça, on peut en parler, trouver des logiques pour comprendre en partie comment ils s'articulent avec le Canada anglais. Mais il y a aussi récemment, donc j'ajoute à ta question, comment, par exemple, les jeunes Québécois sont beaucoup plus inscrits dans un réseau international de la francophonie que je l'étais quand j'étais jeune. Ça n'existait pas, ce réseau-là numérique, mais aussi ce réseau identitaire. Puis il y a une horizontalisation de beaucoup de fils identitaires, de trames d'imaginaire collectif qui fait en sorte qu'il y a plus de questions pertinentes à poser, comme la tienne, mais évidemment, je n'ai pas besoin de la valider, que de réponses. Mais c'est ça qui est intéressant d'un territoire bon, comme le Québec. Puis là où j'ai l'impression, à partir des études qui se font sur la ville ou sur la culture populaire, là où j'ai l'impression que le Québec arrive à se manifester, mais comme d'autres petites nations ou d'autres villes, c'est qu'il y a une mise en parallèle d'endroits comparables, pas complètement comparables, mais selon certains périmètres, à cause de la structure d'économie politique, des médias, par exemple, à cause du territoire, à cause des questions identitaires. Et là, le Québec est de plus en plus en dialogue. Il y a aussi une prolifération des revues, des publications aussi qui aident, mais qui poussent le Québec, mais qui poussent toutes sortes d'autres petites régions aussi. Moi, je vais revenir un peu à la formulation de Will. Moi, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de contacts entre chercheurs, qu'il y a une littérature savante, abondante et riche, mais je suis à peu près convaincue que ça n'a aucun écho. Écoutez, moi, j'ai publié des livres magnifiques en coédition avec l'Europe. Ici, ça n'a même pas eu droit à un entrefilet parce que c'était pas juste sur le Québec. Et donc, les revues qui ont une chronique régulière de traitement des essais québécois, ça les intéressait pas. Et puis, pour le reste, mais là, il y avait le Québec aussi, ça devait être pas trop bon, hein? Donc finalement, ça reçoit pas d'écho. Et moi, j'aime bien ça, faire des beaux livres qui restent dans ma bibliothèque, mais je pense que là, il va falloir quand même qu'on s'interroge. D'une part, on met des sous dans des copublications. Hein, on met les sous de la collectivité, puisqu'on met les sous de nos subventions. D'autre part, il y a quelque chose d'un peu frustrant de voir que le travail qui a été fait ne circule pas et ça devient une extraordinairement bonne source de plagiat. Parce que si personne ne connaît ça, écoutez, n'importe qui peut puiser là-dedans. Est-ce que tu penses que je peux poser une question à Micheline? Est-ce que
les mettre en ligne automatiquement tout de suite, ça aiderait ou Je sais pas, l'ouvrage, par exemple, le collectif sur les Jeux olympiques de Berlin, ça a été publié dans une revue électronique. Et ici, au Québec, mais c'est absolument inconnu. Et moi, je vais pas priver la revue de ses revenus et de ses redevances en allant placer les textes sur academia.edu. Hein? C'est ça. même si on est toujours tenté, oui. On est toujours tenté. Mais c'est ça, au fond. Je veux dire, il y a une vraie question éthique qui n'a pas été abordée, je pense, encore, puis qui joue un rôle dans la diffusion des travaux québécois. Je veux vous relancer, c'est ça, par rapport à cette question-là. Ce que Micheline vient de dire, c'est hyper pertinent dans le cadre de la table ronde, parce que le but de cette table ronde-là, c'est aussi d'essayer de réfléchir à des stratégies en vue d'action concertée dans les 10 prochaines années. Comment on peut contribuer? C'est quoi vos pistes de solutions? Comment contribuer à une plus grande visibilité des études québécoises sur les médias et le numérique? Anouk? Ben, c'est une réponse très terre à terre, mais on se le mentionne souvent entre collègues. Le réflexe, je pense que tu y fais référence, le réflexe, quand on fait un colloque, par exemple, et qu'il y a toujours une grande conférence, d'inviter un ou une Française, comme si il et elle avaient l'autorité plus que nous pour. Il y a des petites choses dans l'organisation même de nos événements qu'on a perdu de vue, quelque chose comme un petit angle mort qui fait en sorte qu'on on se met pas assez en valeur, comme si on prenait moins au sérieux nos travaux que ceux des autres. Ça, c'est un réflexe historique, là. Évidemment, j'accuse personne, mais il y a ça que je me rends compte dernièrement qu'on questionne. Je l'entends souvent. Ce n'est pas ma critique personnelle, c'est je l'entends souvent, ça. Faisons attention d'inviter quelqu'un de chez nous parce que le travail est important, puis on s'en parle pas assez, on les met pas dans nos plans de cours, etc. C'est un élément de réponse. Quelque chose sur lequel on peut agir, certainement. Exactement. Ouais. Mais ce réflexe-là le réflexe peut-être qu'on pourrait appeler le réflexe du petit pain, là, qu'on a un peu entre nous, il faut bien voir qu'il trouve des échos aussi à l'international. C'est-à-dire que quand on arrive, moi, en tout cas, je peux donner un exemple très, très concret. Quand je réponds à des appels de communication, des appels de publication à l'international. Moi, je travaille toujours sur du concret, donc je travaille toujours sur des émissions, puis mon corpus, c'est un corpus québécois. Mais quand je fais une proposition, pour un article ou une communication sur une émission québécoise qui est nécessairement pas connue, ben, elle est souvent refusée pour cette raison-là. Hein. Notre public ne connaît pas vos corpus, donc nécessairement, votre position n'est pas intéressante. Donc, ça ouvre à la nécessité, ou en tout cas, ça suscite cette espèce de nécessité d'aller vers des trucs plus internationaux. Puis c'est sûr que si j'écris un article sur une série américaine, il va être beaucoup mieux reçu dans un cadre français que si je présente le même genre de cadrage théorique, le même genre d'analyse d'une série québécoise. C'est super intéressant. Comme pour être entendu, il faudrait travailler à la mise en valeur d'une culture qui est déjà mise en valeur et qui s'est internationalisée. Ouais, c'est vrai que c'est. Il y a aussi se mettre plus en valeur. Là, c'est ma mémoire étudiante là, qui parle dans la continuité de ce qui a été dit. Je sais aussi, par exemple, il y a plusieurs années, mais des amis en France qui ont fait une année de leur maîtrise au Québec, ils étaient super emballés. Comme je viens au Québec, je vais apprendre sur le cinéma québécois. En littérature, c'est moins problématique selon mon expérience, mais je vais apprendre sur le cinéma québécois, ça va être fabuleux. Ils arrivent, ils font une année en cinéma au Québec, puis ils se font parler de René, Duras. Ils n'ont jamais vu de... Donc, il y a quelque chose dans les corpus, dans la façon dont on programme et on valorise la recherche, les corpus dans nos cours, qui a une incidence directe sur une première forme de rayonnement. Les étudiants qui sont davantage au courant d'un corpus local, de recherche locale, vont faire eux-mêmes des effets de relais par la suite. Là, je crois vraiment au pouvoir de cette diffusion-là. Et il y a aussi l'autre élément, c'est la question de la traduction. Et là, c'est souvent, déjà, c'est compliqué, écrire un article ou présenter une communication qui se tient, on veut avoir l'air intelligent, on aime ça. Et là, soudainement, pour assurer un plus grand rayonnement international, il faudrait aussi s'improviser traducteur et pouvoir réécrire notre travail en anglais directement. Et donc là, trouver, et là, c'est peut-être très utopique et naïf comme souhait, mais je le lance, mais qu'il y ait des fonds dédiés
depuis le Québec à la traduction. Ça doit exister déjà, là, mais que ça soit davantage accessible, premièrement, pour respecter le travail que représente sérieusement le fait de traduire. Là, c'est un métier en soi. Je ne le suis pas, je ne suis pas traductrice, mais qu'on puisse se donner les moyens que notre travail rayonne à l'international auprès de cette fameuse anglophonie scientifique qui est tout à fait dominante dans le milieu universitaire. S'il faut jouer avec cette game-là, ben, il faut avoir aussi ces outils-là, je crois. Ça permettrait de se donner des moyens de raisonner autrement euh, que directement avec la France, par exemple. Là, je le dis de manière très réductrice. Mais on comprend l'idée. J'aimerais ajouter un élément, puis ça ne rentre pas du tout en contradiction, mais c'est sûr que c'est important pour nous le rayonnement, puis de voir que ce qu'on apporte à la recherche, nos contributions puissent aussi avoir un écho à l'étranger. Mais je pense que j'accorde aussi beaucoup d'importance à ce qu'on fait pendant notre recherche. Les liens qu'on fait avec ce qu'on arrive à construire pendant qu'on effectue notre recherche, les liens avec nos étudiants, avec nos autres collaborateurs. Et ça, c'est extrêmement formateur, puis c'est riche. C'est là que je me dis, bien, j'en retire vraiment quelque chose. Je pense qu'il y en a aussi qui vont en retirer beaucoup. Et ça, même si au final, on n'en parle pas ailleurs. Puis je pense que c'est peut-être là, puis pour venir un petit peu au début, ce qui pourrait être une spécificité peut-être, mais je ne sais pas trop ce qui se fait partout ailleurs, de ce qui se fait ici, c'est avec le PHVC, par exemple, puisque j'essaie d'inclure dans mon projet Vie musicale au Québec, c'est-à-dire d'avoir une méthode de travail qui soit peut-être originale ou bien qui se veut comme contribuer à ces nouvelles approches de collaboration, d'écriture en groupe. Et je pense que peut-être par là aussi, on peut arriver à ajouter notre pierre et à montrer notre spécificité. Collaboration en discipline, relation très forte, comme le soutient beaucoup le CRIL, donc avec les étudiants où ils ont parole, ils contribuent à faire avancer nos outils de recherche et nos infrastructures qu'on essaie de développer. Et ça, je pense que c'est super riche, qu'on ait ou pas d'écho ensuite à l'étranger. Je voudrais terminer en disant qu'il y a aussi du côté des méthodes ou des théories à mettre en place. Je pense qu'on peut aussi être à l'avant-plan parce qu'on va chercher du côté, oui, anglo-saxon, mais aussi francophone, pour notre propre historique aussi par rapport aux données, aux métadonnées. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire sur développer une sensibilité à la recherche qui peut être biaisée par nos algorithmes, mais avoir une conscience aussi de qu'est-ce qui est accessible dans nos recherches que l'on fait grâce à tous ces études numériques, qu'est-ce qui est mis de côté, qu'est-ce qui n'est pas encore vu comme une priorité. Ça veut dire déterminer les recherches qu'on fait. Donc, même si on est sous une masse incroyable de données, bien, cette masse-là, bien, elle est déterminée par des choix qui ont précédé notre recherche. Donc, je pense qu'en étant à l'avant-plan de ça, en étant sensible et en croisant aussi notre expérience entre disciplines, eh bien, qu'on arrive à je sais pas, du moins, parce que je trouve qu'on peut se valoriser en étant sensible à ces questions-là. Mais tu viens de mentionner quelque chose, Sandria, par rapport aussi à cette question-là des métadonnées. Hein? Donc, je vous amène sur cette question-là aussi de l'archivage qui a déjà été mentionné brièvement par plusieurs d'entre vous. On le sait, hein, faire des études sur les médias, sur le numérique, c'est travailler avec de gigantesques bases de données. On est à l'ère de la surabondance des contenus, peu importe le média dont on parle. Dans vos domaines respectifs, c'est quoi l'état de l'archivage? Donc, l'état des archives, est-ce qu'il y a vraiment du travail encore à faire du point de vue de la gestion des archives, de la recension, de la préservation des données par rapport à la culture médiatique et numérique au Québec, ou est-ce que ça va somme toute assez bien et le stock est là, si vous me permettez l'expression? J'ai envie de donner une réponse courte. Le stock est là, mais moi, quand je vois Radio-Canada qui considère que son stock, on peut le mettre dans des sacs noirs puis laisser ça sur le bord du chemin parce que personne ne va y toucher, je trouve que ça ne va pas particulièrement bien. Non seulement ça, on a de la difficulté à y avoir accès quand on veut y aller. Ah ben en non, effet, mais ça, c'est la sûr. difficulté d'accès. Ça, c'est depuis le début. Puis avec cette illusion qu'ils ont qu'il y a des contenus qui sont disponibles parce qu'une fois par 10 ans, ils vont sortir une émission. Puis là, ben, si tu t'adonnes à ouvrir le site, à ce moment-là, tu vas la voir. Mais c'est pas ça, des archives. Mm-hmm. C'est pas ça, des archives. Des archives, c'est pas des bougies sur un gâteau, là. Je pense, bon,
travaillant sur la télévision, je pense, bon, je ne veux pas ramener ça je veux pas tout ramener à cette question-là, mais je pense qu'il y a des effets de légitimité importants. En télévision, bon, tout le monde, je pense, ici connaît l'anecdote là, que TVA, pendant toutes les années 60, les 10 premières années d'existence, se servait de ces bandes magnétiques pour réenregistrer les émissions par-dessus. Ça montre bien, je dirais le degré de pérennité qu'on attribuait déjà au départ à la production de ces émissions-là, où on avait l'impression d'être en train de faire de la scrap. Hein, et donc, nous, on est pris avec ça aujourd'hui. On est pris avec en fait, ce qui reste, c'est à Radio-Canada, puis Radio-Canada a décidé d'en faire un fonds de commerce hein, et ne le valorise pas, ne le valorise pas pour une diffusion publique, puis ne le valorise pas pour la recherche non plus. Donc, on est très mal pris et je pense que ça explique en partie le fait qu'il n'existe encore aujourd'hui au Québec aucune histoire de la télévision digne de ce nom. Hein, il y a des livres qui sortent à peu près à tous les 3 ans, à tous les 2-3 ans, qui s'appellent Histoire de la télévision au Québec, mais c'est un album illustré des grandes émissions populaires, des livres de table à café. Mais une vraie histoire de la télévision n'existe pas. C'est pas moi qui vais la faire parce que je suis pas historien, mais je trouve que c'est le signe de quelque chose de très important. C'est qu'on n'a pas, on commence à avoir, mais on n'a pas encore, je dirais, cette révérence minimum par rapport à nos archives télévisuelles. Puis, je ne sais pas, je pense que ça a commencé à changer dans d'autres domaines, mais au cinéma, par exemple, hein, l'idée d'une cinémathèque, je pense, est associée à ça, mais il n'y a rien de tel qui existe pour la télévision encore. On a une question, oui. Ben, en France, ils ont l'INA hein, et on est tous très, très jaloux. Là. Tout le monde qui travaille en audiovisuel est très jaloux de l'INA parce les chercheurs ont un accès illimité et très privilégié à l'ensemble des archives existantes. Et puis, depuis, je ne me souviens plus c'est quelle année, je pense que c'est 94, ils enregistrent tout ce qui est diffusé en clair sur toutes les chaînes françaises. C'est-à-dire que tout est archivé systématiquement et disponible pour les chercheurs. C'est ce qui a permis à quelqu'un comme Éric Massé, par exemple, de faire une recherche sur 24 heures de télévision où il y avait accès à tout ce qui avait été diffusé pendant 24 heures. Puis bon, alors que nous, on essaierait de faire une chose semblable, ça serait strictement impossible du strict point de vue de l'archivage. Aux États-Unis, je ne sais pas, peut-être que Will est plus... Il n'y a rien. Mais il y a les archives des nouvelles, j'oublie à quelle université, mais non. Mais si je peux juste ajouter, ça prend une politique de dépôt légal. On compte trop sur la générosité des compagnies ou, par exemple, Elephant, le projet de Québécois est excellent, mais ce n'est pas très bien pour les chercheurs. C'est un statut mi-officiel. Si je peux juste dire, j'allais travailler avec une collègue en Finlande sur la pornographie, les revues pornographiques des années 70. Tout était dans les bibliothèques. Même les maisons d'édition de courte durée éphémère étaient obligées, sous peine de pénalité. Alors au Québec, il faut aller au marché au Pouce Saint-Michel tous les samedis. On valorise pas le fond. Entre autres choses. En scénario, ce qui est en scénarisation, en études scénaristiques, ce qui est, il y a des trucs qui sont déposés. La Cinémathèque parle dans ses collections de 23 000 documents qui correspondent à des scénarios, sinon des documents de production. Donc, il y a des choses qui sont là dans les cartons qui sont relativement difficiles d'accès, c'est-à-dire que c'est un peu laborieux si je compare avec mon expérience de recherche très ponctuelle là, il y a quelques années, mais en France où on nous préparait des salles. Là, c'est un peu plus, ça roule un peu plus carré, mais ça se peut à la Cinémathèque. Mais tout ça pour dire qu'auprès de la Cinémathèque, avec ce qui est disponible en archive, il y a un travail de valorisation possible et potentiel pour les années à venir, hyper stimulant. Il y a aussi quelque chose qui se dessine autour de l'archivage du scénario, c'est que dans la culture cinématographique qui est la nôtre, jusqu'à demain, encore aujourd'hui, le scénario, une fois que le film existe, on s'en fout. C'est une culture, la culture du cinéma d'auteur fait que la valorisation de ce texte-là est très problématique pour plein de raisons. C'est socialement construit, là, c'est pas de l'opinion personnelle. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, et moi-même,
avant de travailler comme professeur à l'UQAM, moi, je travaillais dans des bureaux en cinéma et la personne pour qui je travaillais, j'étais assistante. Moi, j'ai déchiré là, mais des bibliothèques de scénarios à la fin de production parce que ben, elle ne pouvait plus garder ça. Puis moi, je ne savais pas que j'allais devenir professeur à l'époque, etc., etc. Je dirais que qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis que le PDF a pris le dessus sur la photocopie, là, soudainement, ben, les gens les gardent leur PDF et là, on peut les demander et là, on peut avoir accès à ces documents-là d'une manière renouvelée, je dirais. Et même récemment, il y a des initiatives de scénariothèque en ligne où là, on a accès à des scénarios gratuitement, en accès libre. Et donc, il y a quelque chose qui est en train de changer. Et je suis curieuse de voir qu'est-ce que ça annonce pour la suite des choses, mais soudainement, l'objet scénario peut exister d'une manière inédite. Ouais. Quand même, on peut être optimiste, potentiellement des applications utiles du numérique pour l'archivage, mais aussi, comme on voit, beaucoup de choses qui restent à faire, notamment peut-être des initiatives pour enjoindre un dépôt légal de l'ensemble de la culture médiatique et numérique. Est-ce que je peux juste rebondir sur la dernière chose dont on a parlé? Je pense que c'est vrai que la gestion des PDF, ça a l'air plus facile. Moi, je me méfie un peu, là. C'est plus facile encore de se débarrasser d'un PDF. On n'a même pas besoin de quelqu'un qui déchire. Donc, je reste un petit peu perplexe. Mais il y a la question des droits aussi. Moi, j'ai utilisé à 3 reprises le scénario du film Kamouraska, qui a été écrit à 4 mains, là, Jutras et puis aussi Anne Hébert, et on voit les surcharges, on voit qui corrige quoi. Et bien sûr, il fallait que je promette qu'aucun étudiant n'allait pouvoir photographier ça et que je reprenais tous les exemplaires à la fin du cours. Alors bien sûr, je le faisais, mais c'est évident que il y a aussi, face à un objet comme un scénario, une question de droit intellectuel. Et on ne se pose pas trop la question quand il s'agit des journaux, parce que c'est des vieilles affaires. Donc, on se dit, ces gens-là, ils doivent être morts. C'est un principe, là. Mais vous savez, il y a des gens qui vivent jusqu'à 95 ans, hein, donc des fois, on a des surprises. Donc, il y a cette question des droits, je pense que c'est aussi une question qu'on devrait se poser. C'est une question que manifestement Radio-Canada ne s'est jamais posée. C'est une question que très peu d'organismes de production se posent. Et moi, je pense qu'il faudrait que ça vienne des chercheurs de se poser cette question-là. Parce qu'il y a des enjeux importants, il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux patrimoniaux aussi. Donc, c'est un peu un angle mort là, auquel on aurait avantage à se frotter un peu. Bien sûr, si je peux me permettre, par exemple, je sais que pour les scénariothèques, les scénarios qui sont disponibles, il y en a 2 au Québec. Il y a toutpardela.ca, puis il y a la bibliothèque virtuelle Gilles Carle qui est gérée par le SACD. Et dans les 2 cas, ce sont des dépôts volontaires des auteurs en présence qui donnent libre accès à leurs textes. Dans mes cours, je travaille avec les étudiants, notamment autour du scénario Les ordres de Brault, de Michel Brault. Je vais dire Gilles Brault parce que je viens de dire Gilles Carle, en fait, de Michel Brault. Et là, dans ce cas-là, je suis en contact direct avec les ayants droit de Michel Brault pour avoir l'autorisation de distribuer le scénario aux étudiants. Et là, je n'ai pas à les reprendre. Puis les ayants droit, ils disent « Ah, Michel, il aurait été ravi, il adorait l'enseignement. » Bon, ça permet une vie à ce texte-là, mais ce qui fait quand même que la démarche en ce moment, puisque la question des droits n'est pas réglée, ça fait une démarche un peu artisanale, à la mitaine, au cas par cas, qui n'est pas encore légiférée de manière adéquate parce qu'il n'y a pas de dépôt légal comme en littérature au sens fort là, de la chose. Donc, à voir qu'est-ce qui se passe pour la suite. Lorsque je parlais du PDF, ce que ça permet, effectivement, ça se supprime très aisément d'un bureau de travail, mais tout de même, avant que ça soit fait, on peut toujours en attraper une coupe au passage et nous, les archiver jusqu'à temps qu'il y ait une meilleure solution, mais c'est pas plus solide que le papier. J'ai des vieux scénarios là, que j'ai sauvés de mon entreprise de déchiquetage dont je parlais tout à l'heure, mais ça permet de les garder, ça permet un nouvel accès à cette forme d'écriture-là, je crois.
Merci beaucoup. Mes commentaires tellement pertinents. Et en effet, je pense aussi mission accomplie pour la table ronde. On a même réussi à identifier certaines actions concertées pour les prochaines années. Donc, interdisciplinarité, valoriser aussi la collaboration entre les bibliothèques, pourquoi pas un fonds dédié à la traduction pour aider à la mise en valeur des études québécoises, reconnaître aussi nous-mêmes nos expertises locales. Bref, que de bons sujets, mais aussi, bien évidemment, plein d'autres choses qui pourraient être dites, mais c'est pour ça qu'il y aura une deuxième table ronde sur les imaginaires médiatiques et numériques. Alors, je pense que ce sera la chance de continuer à creuser certains sujets, notamment la découvrabilité, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder suffisamment. Mais donc, je terminerai en remerciant encore une fois nos intervenants, Pierre Barrette, Gabrielle Tremblay, Sandria Pébouliane, Micheline Cambron, Anouk Bélanger et Will Scrub. Merci beaucoup, ce fut un plaisir et bonne fin de journée à vous tous et toutes. Merci pour l'excellente animation, Stéphanie.